À 14 ans, j'ai surpris mon père en train de dire à mon oncle, « Nous misons tout sur Maxime. Baptiste ne vaut tout simplement pas l'investissement. » Je n'étais pas censé entendre cela, mais je l'ai entendu. Et je l'ai porté en moi pendant 12 ans sans dire un mot. À Noël dernier, papa m'a demandé de porter un toast sur la grandeur de notre famille. J'en ai porté un. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Je m'appelle Baptiste. J'ai 26 ans, et je dois vous parler de Noël dernier. Plus précisément, du moment où j'ai vu le visage de mon père s'effondrer devant 32 membres de la famille, un retriever doré et une dinde vraiment malchanceuse que personne n'a terminé. Mais je vais trop vite. Pour comprendre ce qui s'est passé à cette table, vous devez comprendre les 12 années qui ont précédé. Et honnêtement, tout commence dans un couloir. J'ai grandi à Orléans, dans le Loiret. Une ville plutôt agréable si vous aimez les bords de Loire et l'atmosphère de la vieille ville. Mon père, Bernard, était responsable des opérations dans une entreprise d'emballage. Ma mère, Nathalie, a enseigné en CE2 à l'école primaire du quartier pendant 23 ans. Des gens bien sur le papier. Le genre de famille qui décorait la maison pour chaque fête et ne manquait jamais les repas partagés à la paroisse. Nous ressemblions à une photo illustrant le contentement de la classe moyenne française. Et pendant longtemps, je crois que c'est ce que nous étions. Mon frère aîné, Maxime, a 2 ans de plus que moi. Il a toujours été l'enfant prodige, bien que je n'ai pas eu le vocabulaire pour ce concept avant bien plus tard. Maxime jouait comme titulaire dans l'équipe de rugby du lycée. Maxime avait le tuteur pour le baccalauréat. Maxime a eu la Renault Clio flambant neuve pour son 16e anniversaire, pendant que je récupérais le vieux vélo de Maxime avec une chaîne qui sautait une fois sur 3. Je n'ai rien remis en question car lorsqu'on grandit à l'intérieur d'un système, ce système ressemble simplement à la gravité. On ne se demande pas pourquoi les choses tombent. Elles tombent, c'est tout. Maxime n'était pas un mauvais frère. Pour être clair, il n'était pas cruel envers moi. Il était juste inconscient, de la manière dont peut l'être quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il mangeait la dernière part de pizza et ne comprenait sincèrement pas pourquoi j'étais agacé, car dans son esprit, il y avait toujours d'autres pizzas à venir. Pour lui, il y en avait. Pour moi, pas tellement. Il y a eu une centaine de petits moments comme ça en grandissant. La fois où mon père a conduit 3 heures pour voir le match à l'extérieur de Maxime, mais n'a pas pu se libérer pour mon exposition scientifique en 4e où je suis arrivé 2e de toute l'école. La façon dont mon bulletin de notes recevait un coup d'œil rapide et un bon travail, tandis que celui de Maxime avait droit à une analyse complète à table, mon père examinant chaque note comme s'il s'agissait d'un rapport de résultats trimestriel. Le Noël où Maxime a reçu une console de jeux toute neuve et où j'ai eu une pile de livres que ma mère avait très probablement pris dans le rayon des soldes à la Fnac le 23 décembre. Je ne dis pas que les livres étaient mauvais. En fait, j'adorais lire. Je dis que l'écart d'attention était visible depuis l'espace. Et écoutez, je n'étais pas un orphelin négligé enfermé dans un placard sous l'escalier. J'avais à manger, un toit, des vêtements à ma taille. Mes parents venaient aux réunions parents-professeurs. Ce n'étaient pas des monstres. C'est en fait ce qui rend la chose plus difficile à aborder, car lorsque la négligence n'est pas dramatique, lorsqu'il s'agit juste de ce favoritisme constant et de faible intensité qui bourdonne en arrière-plan comme un réfrigérateur, on commence à se demander si on ne l'invente pas. Peut-être que Maxime avait juste besoin de plus de soutien. Peut-être que j'étais l'enfant facile et qu'il répondait simplement à la demande. Peut-être que j'étais trop sensible. On se raconte beaucoup d'histoires quand on est un enfant qui essaie d'expliquer pourquoi ses parents semblent aimer son frère en haute définition et l'aimer lui en définition standard. Le moment où tout a changé s'est produit un jeudi soir d'octobre, quand j'avais 14 ans. Je me souviens que c'était un jeudi car j'avais un contrôle d'histoire le lendemain et j'étais stressé. J'avais étudié dans ma chambre et j'étais descendu pour prendre un verre d'eau. Mon père et mon oncle Michel étaient assis à la table de la cuisine avec quelques bières, parlant de cette voix basse que les hommes utilisent quand ils pensent que personne n'écoute. Je me suis arrêté dans le couloir, juste devant la porte de la cuisine, parce que j'ai entendu mon nom et parce que j'avais 14 ans, ce qui équivaut à peu près à être un espion professionnel. Mon oncle Michel avait posé des questions sur les économies pour les études supérieures. Il avait lui-même 3 enfants et paniquait au sujet des frais de scolarité, comme tous les parents en France paniquent au sujet des frais de scolarité. Mon père a pris une gorgée de sa bière et a dit, et je n'oublierai jamais cela de toute ma vie. Il a dit, nous misons tout sur Maxime.
Baptiste ne vaut tout simplement pas l'investissement. Je suis resté planté là, dans ce couloir, pieds nus sur le carrelage froid, et j'ai senti quelque chose se réorganiser à l'intérieur de ma poitrine. Pas se briser, se réorganiser comme si quelqu'un avait soulevé tous les meubles d'une pièce pour les reposer à des endroits différents, de sorte que tout semblait presque pareil, mais que plus rien n'était à sa place. Il a continué à parler. Il a dit que Maxime avait un vrai potentiel. Il a dit que Maxime irait loin. Il a dit que j'étais un bon gamin, mais que j'étais juste moyen et qu'il devait être stratégique quant à la destination de l'argent. Mon oncle Michel, il faut le reconnaître, a en quelque sorte protesté. Il a dit quelque chose comme « Allez, Bernard. Le petit n'a que 14 ans. » Et mon père a dit « Exactement. Il a 14 ans et il n'y a rien. » Maxime était déjà titulaire dans l'équipe première à 14 ans. Je suis remonté sans l'eau. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair là-dessus. Non pas parce que pleurer aurait été mal, mais parce que ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid que ça, quelque chose de plus permanent. C'était le sentiment de comprendre pour la première fois que les personnes censées croire en vous le plus avaient déjà fait le calcul et décidé que vous n'en valiez pas la peine. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais entendu. Ni à ma mère, ni à Maxime, ni à mes amis. Je l'ai porté comme on porte une pierre dans sa poche. On oublie qu'elle est là la plupart du temps, mais de temps en temps, la main l'effleure et on se souvient, ah oui, ça. Le truc, quand on vous dit que vous ne valez pas l'investissement, c'est que vous pouvez laisser cela vous détruire ou vous pouvez laisser cela devenir le carburant le plus silencieux que vous ayez jamais brûlé. Pendant un certain temps, cela a failli me détruire. Mes notes ont baissé en secondes. J'ai arrêté de me présenter pour quoi que ce soit. J'ai pris l'habitude de me déconnecter mentalement pendant les dîners de famille. Je restais simplement assis là à hocher la tête pendant que tout le monde parlait du dernier exploit de Maxime. Maxime a intégré l'équipe régionale. Maxime a été accepté à une école de commerce réputée. Maxime a obtenu un stage d'été dans une société financière. Chaque étape était un événement familial, et j'en étais le public. Ma mère n'était pas aussi flagrante que mon père, mais elle suivait son exemple. Quand je lui ai dit que je m'intéressais à l'informatique, elle a dit « C'est bien, chérie », du même ton qu'elle aurait utilisé si je lui avais dit que je pensais à collectionner les timbres. Quand Maxime a mentionné qu'il pensait prendre une option en commerce, ils ont eu une conversation de 45 minutes à table sur les trajectoires de carrière. J'ai chronométré une fois. 45 minutes. J'ai postulé pour l'université sans aucune aide. Pas de tuteur, pas de réunion avec le conseiller d'orientation et mes parents, pas de visite de campus. Je suis entré seul dans une université publique correcte. Et quand je l'ai dit à mes parents, mon père a dit « Tant mieux pour toi, mon grand », puis il a demandé à Maxime de lui passer le sel. Ma mère m'a pris dans ses bras, ce qui était gentil, puis a passé le reste de la soirée à aider Maxime à écrire sa lettre de motivation pour un emploi d'été. Je vous raconte tout ça, non pas parce que je veux de la pitié. Je vous le dis parce que vous devez comprendre la texture de 12 années passées à être une réflexion après coup. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas violent. C'était juste un goutte à goutte lent et constant où l'on regardait à travers moi, où l'on parlait par-dessus moi et où l'on s'organisait autour de moi. Comme si j'étais un meuble vendu avec la maison dont personne ne voulait particulièrement, mais que personne n'avait encore pris la peine de jeter. Et pendant 12 ans, je n'ai jamais soufflé mot de ce que j'avais entendu dans ce couloir. J'ai laissé mon père penser que son secret était bien gardé. Je l'ai laissé s'asseoir en bout de table à chaque fête, jouer le fier patriarche et dire à tout le monde à quel point il était béni d'avoir 2 fils formidables. Je l'ai regardé taper dans le dos de Maxime et m'adresser un sourire de prix de participation, et j'ai tout ravalé jusqu'à Noël dernier, quand il a fait l'erreur de me tendre un micro. Enfin, pas un vrai micro, mais tout comme. Et je vous promets que ce qui s'est passé ensuite est une chose dont ma famille essaie encore de se remettre. Mais avant d'en arriver là, vous devez savoir ce qui s'est passé pendant ces 12 années. Car le gamin debout dans ce couloir à 14 ans n'est pas la même personne que celle qui s'est levée à cette table à 26 ans. Loin de là. L'université a été la première fois où j'ai réalisé que le fait que personne ne sache qui j'étais pouvait en fait être un cadeau. À l'université d'Orléans, je n'étais pas le deuxième fils de Bernard ou le petit frère discret de Maxime. J'étais juste Baptiste,
un gars dans une chambre d'étudiant avec un ordinateur portable d'occasion et une rancœur de la taille du Loiret. Je me suis spécialisé en informatique. Pas parce que mes parents m'y ont encouragé, car ce n'était pas le cas, mais parce que j'avais appris à coder tout seul depuis l'âge de 15 ans. Après cette nuit dans le couloir, j'avais besoin de quelque chose qui soit à moi, quelque chose qui ne dépende pas de la décision de quelqu'un d'autre de savoir si je méritais son temps. Le code se fichait de savoir si j'étais le favori. Le code se fichait de savoir si j'étais moyen. Le code fonctionnait ou il ne fonctionnait pas. Et quand il ne fonctionnait pas, il vous disait exactement pourquoi. Ce genre d'honnêteté était rafraîchissant venant d'une famille qui communiquait entièrement par sous-entendu et silence stratégique. J'ai cumulé 2 emplois pendant mes études. Je débarrassais les tables dans un restaurant italien le week-end et je faisais de l'assistance informatique pour l'université la semaine. J'ai payé mes propres frais de scolarité. Pas la totalité, car j'ai obtenu une aide financière, mais chaque euro qui n'était pas couvert par les bourses sortait de ma propre poche. Pendant ce temps, les frais de scolarité de Maxime, son logement, sa nourriture et son argent de poche étaient entièrement gérés par papa et maman. Je l'ai découvert en 3e année, quand Maxime a mentionné nonchalamment au repas de Noël que papa venait de faire un chèque pour son semestre de printemps, 7 000 €. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine et que je rationnais mon papier d'imprimante, je n'ai rien dit. J'ai juste souri et dit, c'est génial, Maxime, et je suis retourné à ma purée de pommes de terre. Ma mère m'a regardé pendant une seconde comme si elle essayait de comprendre si j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. J'étais devenu très doué pour ne pas être sarcastique. Le sarcasme implique qu'on s'attend à mieux, et j'avais cessé de m'attendre à mieux depuis longtemps. Le véritable coup de poing dans le ventre est arrivé l'été avant ma dernière année d'université. J'avais été accepté dans un programme de stage très sélectif au sein d'une entreprise technologique à Paris. C'était une grande réussite, pas seulement pour mon CV, mais pour ma confiance en moi. Quelqu'un d'important avait regardé mon travail et dit, oui, ce gamin a quelque chose. J'ai appelé à la maison pour l'annoncer à mes parents et j'ai eu ma mère au bout du fil. J'ai tout expliqué, à quel point le programme était sélectif, comment cela pouvait déboucher sur une offre à temps plein après l'obtention du diplôme, à quel point j'étais excité. Elle a dit, oh, ça a l'air merveilleux, mon chéri. Puis elle a dit, oh, attends. Ton père veut te parler. Mon père a pris le téléphone. J'ai commencé à lui parler du stage. Il m'a coupé la parole au bout d'environ 30 secondes et m'a dit, petite chose au passage. La fête de fiançailles de ton frère tombe ce même week-end. Tu viens, n'est-ce pas? Maxime allait épouser sa petite amie de l'université, une femme nommée Émilie, qui était parfaitement gentille et complètement inintéressante, comme ont tendance à l'être les personnes qui n'ont jamais été mises au défi par quoi que ce soit. Leur fête de fiançailles avait lieu un samedi de juillet. L'orientation de mon stage était le lundi juste après. J'ai dit à mon père que je pourrais probablement assister à la fête puis conduire jusqu'à Paris le dimanche. Probablement. Il a dit, Baptiste, ce sont les fiançailles de ton frère. La famille passe avant tout. Je voulais dire, vraiment? Parce que de là où je me tiens, la famille semble passer avant tout pour Maxime et quelque part autour de la 4e place pour moi, juste après l'entretien du jardin et ce robinet qui fuit que tu as l'intention de réparer depuis 3 ans. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je serais là, et je l'ai été. J'ai conduit 2 heures jusqu'à Orléans, j'ai assisté à une fête où je connaissais peut-être la moitié des gens, j'ai écouté mon père prononcer un discours de 20 minutes expliquant à quel point Maxime était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la famille. Puis j'ai conduit 2 heures jusqu'à Paris le lendemain matin, en tenant avec 3 heures de sommeil et du café de station-service. Personne ne m'a interrogé sur mon stage lors de la fête. Pas une seule personne. Ma tante Sylvie m'a demandé si je faisais toujours le truc avec les ordinateurs, ce qui équivaut à peu près à demander à un chirurgien s'il fait toujours le truc où on coupe. J'ai répondu oui. Elle a dit, tant mieux pour toi. Et elle est allée se resservir du vin. Après l'université, Maxime est retourné vivre à Orléans et a accepté un emploi dans un cabinet de planification financière de niveau intermédiaire. Il gagnait bien sa vie, rien d'extraordinaire, et Émilie et lui ont acheté une maison dans un lotissement où une maison sur 3 est exactement la même. Ils ont eu un bébé dans les 2 ans, un garçon prénommé Arthur. Et soudain, Maxime n'était plus seulement l'enfant prodige. Il était l'enfant prodige qui avait produit un petit enfant prodige. Et mes parents ont perdu la tête.
Chaque coup de fil avec ma mère devenait une mise à jour sur Arthur. Chaque visite à la maison était centrée sur l'emploi du temps d'Arthur. Mon père a construit une chambre d'enfant dans leur maison, une chambre d'enfant complète dans une maison où la chambre d'amis dans laquelle je dormais a été convertie spécifiquement pour un bébé qui venait un week-end sur 2. Quand je rentrais pour des visites, je dormais sur le canapé. Je n'invente rien. Je dormais littéralement sur un canapé chez mes parents parce que mon ancienne chambre était maintenant une chambre à temps partiel pour un enfant en bas âge. Il y a un canapé en parfait état, a dit ma mère comme si elle m'offrait une suite dans un grand hôtel de luxe. C'est ça. Le canapé. Merci, maman. Je sens vraiment la chaleur humaine. Pendant ce temps, je construisais discrètement quelque chose. Après mon stage, j'avais reçu une offre à temps plein de l'entreprise technologique. J'ai déménagé à Paris, j'ai pris un petit appartement et je me suis plongé dans le travail. Il s'est avéré que j'étais doué, vraiment doué. En 2 ans, je dirigeais une équipe de développement. En 3 ans, j'étais courtisé par de plus grandes entreprises. Je n'ai rien crié sur les toits à ma famille parce qu'honnêtement, à quoi bon? Ils auraient juste hoché la tête et changé de sujet pour parler du nouveau mobilier de jardin de Maxime. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. La carrière de Maxime a commencé à stagner. Le cabinet de planification financière pour lequel il travaillait a fusionné. Et Maxime, qui s'était laissé porter par son charme et ses relations plutôt que par ses performances réelles, s'est soudainement retrouvé en concurrence avec des gens qui étaient meilleurs que lui dans ce travail. Il n'a pas été retenu pour une promotion. Puis une autre. Il a commencé à s'en plaindre lors des dîners de famille, et mes parents ont traité chaque promotion manquée comme une tragédie nationale. Ma mère a même dit le plus sérieusement du monde, le monde ne reconnaît tout simplement plus le talent. Il s'agissait d'un homme dont la plus grande réussite professionnelle était de gagner le concours de pronostic du bureau pour le tournoi de rugby 2 années de suite. J'étais assis là à écouter ça, mangeant le rôti de ma mère, dormant sur un canapé dans une maison qui avait une chambre d'enfant sur mesure pour le fils de quelqu'un d'autre. Et j'ai de nouveau senti cette pierre dans ma poche, celle que je portais depuis l'âge de 14 ans. Elle était plus lourde que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à penser à ce que ça ferait de la poser. Le point de rupture, le vrai, est survenu environ 8 mois avant Noël. Mon père m'a appelé un mercredi soir. C'était inhabituel parce que mon père ne m'appelait presque jamais. Notre style de communication consistait essentiellement à ce que ma mère relaie les informations dans les 2 sens comme une opératrice de télégraphe de la guerre froide. Mais il m'a appelé directement et pendant environ 3 secondes, j'ai pensé que quelque chose avait peut-être changé. Peut-être qu'il voulait renouer le contact. Baptiste, a-t-il dit, ton frère traverse une période difficile avec sa situation professionnelle. Je me disais, tu es dans le secteur de la technologie, tu connais des gens. Pourrais-tu glisser un mot pour lui quelque part? Peut-être lui obtenir un entretien. J'étais assis là, sur mon canapé, dans mon appartement de Paris, l'appartement que j'avais payé grâce à la carrière que j'avais bâtie sans un seul euro de leur aide. Et mon père me demandait d'utiliser mes relations pour aider Maxime. Le fils qui avait tout reçu demandait maintenant au fils qui n'avait rien eu de partager ce qu'il avait gagné par lui-même. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. J'ai raccroché et puis je suis resté assis dans ma cuisine pendant un très long moment, à réfléchir. 12 ans de silence, 12 ans à ravaler ça, 12 ans à les regarder tout investir dans un fils et traiter l'autre comme une arrière-pensée. Et maintenant il voulait que je fasse quoi? Que je sois le filet de sécurité pour l'investissement qui ne rapportait rien. C'est le soir où j'ai commencé à penser à Noël. Pas ce dernier Noël précisément car c'était encore dans plusieurs mois, mais l'idée, le rituel, la représentation annuelle de convivialité et de gratitude de ma famille. Et ne sommes-nous pas tous tellement bénis? Et j'ai commencé à penser à ce qui se passerait si, juste pour une fois, quelqu'un disait la vérité à cette table. Je dois revenir un peu en arrière et vous dire à quoi ressemblait réellement ma vie à 26 ans, car ma famille n'en avait aucune idée. Non pas parce que je la cachais, mais parce qu'ils ne posaient jamais de questions. Après 3 ans dans l'entreprise technologique à Paris, j'ai été recruté par une jeune entreprise de cybersécurité en pleine croissance dans la ville. Ils voulaient quelqu'un pour construire toute leur infrastructure serveur et ils voulaient quelqu'un capable de diriger une équipe tout en le faisant. J'ai accepté le poste, j'ai négocié mon salaire pour la première fois de ma vie. Et quand ils sont revenus avec un chiffre supérieur à ce que j'avais demandé parce qu'ils me voulaient à ce point, j'ai failli éclater de rire.
Pas digne d'investissement, hein, papa? Quelqu'un venait d'investir énormément en moi et avait l'air plutôt satisfait de sa décision. En 18 mois, j'ai été promu directeur de l'ingénierie. Je gérais une équipe de 12 développeurs. L'entreprise a décroché un contrat majeur avec un réseau de santé, et mon équipe a construit la plateforme de sécurité à partir de zéro. Je ne vous ennuierai pas avec les détails techniques, mais disons simplement que lorsque votre travail protège les dossiers médicaux de quelques centaines de milliers de personnes, vous n'êtes pas exactement ce que quiconque appellerait moyen. J'ai acheté un appartement dans le quartier du Canal Saint-Martin à Paris. Rien de tape à accent Graveleuil, mais c'était à moi. 2 chambres, un balcon donnant sur le canal, du parquet qui craquait exactement comme il faut. Je l'ai meublé moi-même lentement, une belle pièce à la fois. Je me souviens du jour où j'ai acheté mon canapé, un truc en velours vert foncé qui était bien plus cher que ce qu'un canapé devrait être. Et j'ai repensé à toutes ces fêtes passées à dormir sur le canapé d'angle bosselé de mes parents. Je me suis assis sur mon propre canapé dans ma propre maison et je suis resté là un moment, laissant l'idée faire son chemin. J'avais construit ça, tout ça, sans aucun investissement. Vers cette époque, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Clara. Elle était kinésithérapeute dans une clinique près de mon bureau. Et je l'ai rencontrée parce que j'avais des douleurs au cou à force d'être voûté sur un clavier depuis une décennie. Elle m'a dit que ma posture était un crime de guerre et m'a ensuite demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. C'est une approche plutôt solide si vous voulez mon avis. Clara a été la première personne à qui j'ai parlé du couloir. Nous sortions ensemble depuis environ 4 mois, assis sur mon balcon par une douce soirée, et elle m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de la conversation que j'avais surprise à 14 ans, de la disparité des frais de scolarité, du canapé, de la chambre du bébé, de mon père qui m'avait appelé pour me demander d'aider Maxime à trouver du travail. Elle n'a pas pleuré ni haleté ni dit immédiatement que j'avais besoin d'une thérapie, ce que j'ai apprécié. Elle m'a juste regardé longuement et a dit, « Baptiste, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je ne le savais pas intellectuellement, mais entendre quelqu'un le dire à voix haute, quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans la dynamique familiale, quelqu'un qui voyait juste les choses clairement de l'extérieur, cela a fait un effet différent. C'était comme si j'avais marché avec un cadre photo de travers toute ma vie, et que tout le monde dans la maison n'arrêtait pas de dire que ça avait l'air bien. Et puis quelqu'un est entré de la rue et a dit, « C'est complètement de travers. » Clara ne m'a pas poussé à affronter ma famille, à couper les ponts ou à faire quoi que ce soit de dramatique. Elle a juste commencé à poser des questions simples comme, « Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir ? Et qu'est-ce que tu dirais à ton père si tu pouvais dire n'importe quoi ?» Des questions que personne ne m'avait jamais posées car personne n'avait jamais envisagé que je puisse avoir quelque chose à dire. Pendant ce temps, la situation de Maxime empirait. Le cabinet de planification financière l'a licencié lors d'une série de restructurations. Il est resté sans emploi pendant 4 mois. Mes parents étaient hors d'eux. On aurait cru que l'homme avait été diagnostiqué avec une maladie en phase terminale plutôt que d'être au chômage dans un marché du travail à tonnes. Ma mère m'a appelé 3 fois pour en parler. Chaque appel durait au moins 40 minutes. Et pas une seule fois au cours de ces appels elle ne m'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Mon père a rappelé pour trouver un travail à Maxime. Cette fois, il a été plus direct. « Baptiste, j'ai besoin que tu fasses ça pour ton frère. » C'est ce que fait la famille. Je lui ai dit que j'avais transmis le CV de Maxime à quelques personnes, ce qui était vrai. Je l'avais envoyé à 2 contacts dont je savais qu'ils recrutaient pour des postes de niveau débutant. Pas par mesquinerie, mais parce que le CV de Maxime était véritablement un CV de débutant. Il avait 6 ans d'expérience dans la même entreprise, sans évolution de carrière et sans compétences spécialisées. Ce n'est pas de la dureté de ma part. C'est juste ce qu'il y avait sur le papier. Maxime a fini par obtenir un emploi dans une compagnie d'assurance par l'intermédiaire d'un de ses contacts. C'était un pas en arrière par rapport à son poste précédent, tant au niveau du titre que du salaire. Il ne m'a jamais remercié pour la mise en relation. Il s'est cependant plaint de ce travail à chaque réunion de famille pendant les 5 mois suivants. Ma mère lui frottait l'épaule et disait, « Ce n'est que temporaire, mon chéri. » Mon père secouait la tête en marmonnant que l'économie était truquée, et je restais là à manger n'importe quel gratin préparé par ma mère, m'émerveillant de l'audace absolue de tout cela. Ce qui se passe quand on est invisible dans sa propre famille, c'est que ça vous donne un point de vue incroyable.
On voit tout parce que personne ne pense qu'on regarde. J'ai vu comment mes parents s'illuminaient quand Maxime entrait dans une pièce. J'ai vu comment la voix de ma mère changeait quand elle lui parlait par rapport à quand elle me parlait. Cette chaleur qui s'allumait comme un interrupteur. J'ai vu comment mon père tapotait le genou du fils de Maxime et l'appelait champion, bonhomme et mon grand. De la même façon qu'il parlait à Maxime, de la même façon qu'il ne m'avait jamais parlé. J'ai tout catalogué. Pas par amertume, mais par souci de clarté. Il y a une différence. Quand octobre est arrivé, j'avais un plan. Pas un plan de vengeance. Pas exactement. Plutôt un plan de vérité. Vous voyez, chaque Noël, mon père faisait ce truc où il faisait le tour de la table et soit disait quelque chose pour lequel il était reconnaissant concernant chaque personne, soit désignait quelqu'un pour porter un toast. C'était sa tradition préférée. Il adorait ça parce que c'était théâtral et ça le faisait toujours passer pour ce patriarche sage et aimant qui avait construit cette incroyable famille à force de dévouement et de bonnes valeurs. Cette année-là, il m'a appelé début novembre. Il a dit qu'il voulait que je porte le toast. Moi, pour la première fois en 26 ans de Noël. Il voulait que je prenne la parole. J'ai failli lâcher mon téléphone. Il a dit que c'était parce que toute la famille élargie serait là, l'oncle Michel, la tante Sylvie et tous les cousins, et qu'il pensait qu'il serait agréable de m'entendre pour une fois. Je pense que ce qu'il voulait dire en réalité, c'était que Maxime était de mauvaise humeur à cause de son travail et qu'il ne serait peut-être pas assez enjoué pour porter le genre de toast que papa voulait. J'étais le remplaçant qu'on appelait du banc, mais peu importe. Je prends la balle. Bien sûr, papa, ai-je dit, je serais ravi de le faire, et je le pensais. Je serais même très, très ravi. Je ne pense juste pas qu'il ait compris à quel genre de ravissement je faisais référence. Clara savait ce que je préparais. J'en ai discuté avec elle pendant 3 semaines. Elle n'a pas essayé de m'en empêcher. Elle m'a posé une question à laquelle j'ai réfléchi pendant des jours. Elle a dit, « Que veux-tu qu'il se passe après l'avoir dit ?» Et j'ai réalisé que la réponse n'était pas que je voulais que mon père s'excuse. Ce n'était pas que je voulais que Maxime se sente coupable. C'était que je voulais arrêter de porter la pierre. Je voulais la poser sur cette table devant tout le monde et les laisser voir ce que je tenais depuis 12 ans. Ce qui se passerait après serait leur problème. J'ai commencé à prendre des notes. Pas un script, juste des notes. Des points clés sur mon téléphone. Des choses dont je me souvenais, des choses que je voulais dire. Le couloir, les frais de scolarité, le canapé, la chambre d'enfant, les appels téléphoniques qui ne me concernaient jamais. Je ne voulais pas être en colère. Je ne voulais pas être dramatique. Je voulais être honnête. Et honnêtement, c'était plus effrayant que la colère ne pourrait jamais l'être. Le matin de Noël a été exceptionnellement doux pour Orléans. 11 degrés et grand soleil, comme si l'univers essayait de planter un décor agréable pour ce qui allait être le dîner de famille le plus inconfortable de l'histoire de la famille. Et nous sommes une famille qui en est un jour venue aux mains à cause du Monopoly lors d'un barbecue du 14 juillet. Donc, la barre était déjà placée assez haut. Clara et moi avons pris la route depuis Paris ce matin-là. 2 heures sur l'autoroute, elle lisant un livre sur le siège passager et moi serrant le volant comme s'il me devait de l'argent. Elle a tendu le bras à un moment donné, a posé la main sur la mienne et m'a dit, « Ça va ?» J'ai dit que j'allais bien. Elle a dit, « Tu conduis comme si tu essayais de fuir quelque chose. » J'ai levé le pied de l'accélérateur et j'ai respiré un coup. Elle avait raison. Je n'essayais de fuir quoi que ce soit. Je fonçais droit dessus. Nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents vers 11 heures. Maxime et Émilie étaient déjà là. Bien sûr qu'ils y étaient. La voiture de Maxime était garée dans le garage parce que mon père lui gardait toujours la place du garage. Même si j'avais conduit plus longtemps, ma voiture est restée dans l'allée. Clara l'a remarqué mais n'a rien dit. Elle m'a juste serré la main. La maison sentait la dinde et la cannelle et cette marque spécifique d'harmonie artificielle que ma famille fabriquait depuis des décennies. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte. C'était une vraie étreinte. Je lui accorde ça. Quels que soient les défauts de ma mère, elle m'aimait. Elle m'aimait juste de la façon dont on aime une plante dans le coin d'une pièce. On l'arrose quand on s'en souvient et on est content qu'elle soit là, mais on ne passe pas beaucoup de temps à se demander si elle reçoit assez de lumière du soleil. Baptiste, mon chéri, tu as l'air mince. Tu manges bien ?
La première chose qui est sortie de sa bouche. Du Nathalie tout craché. Je mange bien, maman. Voici Clara. Mes parents avaient entendu parler de Clara mais ne l'avaient pas rencontrée. Ma mère a été chaleureuse et accueillante parce que ma mère est chaleureuse et accueillante avec tout le monde. Mon père a serré la main de Clara et a dit, ravi de vous rencontrer. Baptiste nous a beaucoup parlé de vous. Il ne leur avait pas beaucoup parlé d'elle. Il leur avait dit qu'elle existait, ce qui dans notre famille comptait comme une communication exhaustive sur ma vie personnelle. Maxime est apparu au coin du mur en tenant Arthur, qui avait maintenant 3 ans, et il avait la même assurance naturelle que Maxime avait toujours eue. Même en tant que tout petit, le gamin entrait dans une pièce comme s'il s'attendait à des applaudissements. Maxime m'a fait la traditionnelle accolade de pote, un bras, 2 tapes dans le dos, et a dit « Eh mec. Content de te voir. » Émilie a fait coucou depuis la cuisine. Tante Sylvie était déjà sur le canapé avec un verre de vin qui n'était certainement pas son premier. Oncle Michel était dans l'arrière-cour, faisant semblant de surveiller le fumoir, ce qui était juste son excuse pour rester dehors et éviter la conversation. La maison s'est remplie au cours des 2 heures suivantes. Mes cousins sont arrivés, Romain et sa femme Audrey, ainsi que leur fille. La sœur de ma mère, tante Pascale, est arrivée avec une tarte qu'elle a annoncée sans gluten, ce qui a provoqué un bref moment de désespoir collectif chez tous ceux qui attendaient le dessert avec impatience. Le niveau sonore a augmenté, les enfants couraient partout, le match de rugby a été allumé à la télévision. C'était le genre de chaos contrôlé dans lequel ma famille s'épanouissait parce que ça gardait tout le monde assez occupé pour éviter de dire quoi que ce soit de vrai. J'ai aidé ma mère dans la cuisine parce que c'est ce que je faisais toujours. Maxime s'est assis dans le salon avec mon père pour regarder le match. Clara a été incroyable. Elle s'est déplacée dans la maison comme si elle y avait été 100 fois, discutant avec ma tante Sylvie de kinésithérapie, jouant avec Arthur, aidant ma mère à dresser la table. À un moment donné, ma mère m'a pris à part et m'a dit, « Je l'aime bien, Baptiste. Elle est charmante. » Et pendant une seconde, j'ai ressenti cette vieille attirance, cette petite part d'enfant désespéré en moi qui voulait toujours l'approbation de sa mère. Puis je me suis rappelé que la femme qui me disait qu'elle aimait bien ma petite amie était la même femme qui ne m'avait posé aucune question sur ma promotion, mon appartement ou ma vie en général au cours des 8 derniers mois. J'ai souri et dit merci. Mon père m'a trouvé dans le couloir vers 14 heures. Couloir différent, même maison. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Prêt pour le toast de ce soir ?» Il avait l'air sincèrement content, comme s'il me faisait un cadeau en me laissant parler, comme si je devais être reconnaissant pour l'opportunité de me tenir devant la famille et de faire une démonstration de gratitude. J'y pense depuis un moment. J'ai dit que c'était vrai. Très vrai. Bien. Garde ça positif. Tu sais, parle de ce que la famille signifie, de la chance que nous avons tous, ce genre de choses. Il m'a tapoté l'épaule et s'est éloigné. Gardez ça positif. Parlez de ce que la famille signifie. L'homme venait littéralement de me donner les indications de mise en scène pour sa propre propagande. Et il ne réalisait même pas qu'il venait de me donner le plan exact du discours que je voulais faire parce que j'allais absolument parler de ce que la famille signifie, juste pas de la version qu'il avait en tête. Le dîner a été servi vers 16h30. Ma mère s'était surpassée comme toujours. La table avait été allongée avec une table pliante du garage pour asseoir tout le monde. J'ai compté 32 personnes si l'on incluait les enfants à la petite table sur le côté. Dinde, purée de pommes de terre, sauce au jus de viande, gratin de haricots verts, sauce aux canneberges en boîte parce que ma famille refuse d'accepter que la sauce aux canneberges fraîches existe, pain de maïs, patates douces avec des guimauves sur le dessus. Et la tarte sans gluten de tante Pascale posée au bout de la table comme un avertissement. Nous nous sommes assis. Mon père a pris la place en bout de table, naturellement. Maxime était à sa droite, ma mère à sa gauche. J'étais à mi-chemin, entre Clara et mon cousin Romain, ce qui m'allait très bien. J'avais passé toute ma vie au milieu de la table. La différence, c'était que ce soir j'allais être entendu de chaque siège. Mon père a fait teinter son verre avec une fourchette. La table s'est tue. Même les enfants à la table d'à côté ont arrêté de se jeter des petits pains. Il s'est levé et a prononcé son discours d'ouverture annuel. Le même discours qu'il faisait chaque année avec des modifications mineures. Il a parlé de la chance qu'avait la famille, de sa gratitude pour la santé de tous,
de la façon dont cette table représentait des décennies de travail acharné, d'amour et de sacrifice. Il a regardé ma mère quand il a dit sacrifice, ce que j'ai trouvé intéressant étant donné que ma mère s'était sacrifiée pour ses 2 fils alors qu'il ne s'était sacrifié que pour un seul. Puis il m'a regardé. Cette année, j'ai demandé à Baptiste de porter le toast de notre famille. Baptiste, à toi l'honneur. Toutes les têtes à table se sont tournées vers moi. 32 personnes. Ma mère souriait de ce sourire encourageant qu'elle adressait à ses élèves de CE2 lors des présentations en classe. Maxime était penché en arrière sur sa chaise avec une expression désinvolte comme s'il était vaguement curieux de savoir ce que son petit frère si calme pouvait bien avoir à dire. L'oncle Michel a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Mon père rayonnait. C'était son moment. Le patriarche présentant son plus jeune fils. Celui qui ne causait jamais de problème. Celui qui acceptait toujours tout, celui sur qui l'on pouvait compter pour prononcer un discours agréable et oubliable sur la gratitude et l'amour et toutes ces choses qui paraissaient bien de l'extérieur. Je me suis levé, j'ai pris mon verre. Clara a posé sa main sur ma cuisse sous la table juste une seconde, juste assez pour dire je suis là. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé mon père. Merci, papa. J'apprécie que tu m'aies demandé de prendre la parole. Tu as dit de parler de ce que la famille signifie, et j'y ai beaucoup réfléchi. Plus que tu ne le crois, en fait. Plus que n'importe lequel d'entre vous ne le sait. Alors, je vais essayer d'être honnête parce que je pense que cette famille aurait bien besoin d'un peu d'honnêteté. Et je veux commencer par une histoire. Le sourire de mon père est resté sur son visage, mais quelque chose derrière ses yeux a vacillé. Juste un tremblement, comme une veilleuse qui n'est pas sûre de devoir rester allumée. J'ai dit, quand j'avais 14 ans, un jeudi soir d'octobre, je suis descendu pour prendre un verre d'eau. Et de l'autre côté de la table, j'ai vu le visage de l'oncle Michel devenir complètement blanc. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la glace bouger dans le verre de vin de tante Sylvie. 32 personnes et pas une seule d'entre elles ne respirait à un rythme normal. L'oncle Michel me fixait avec une expression qui était à moitié de l'horreur et à moitié autre chose. De la reconnaissance peut-être, comme s'il avait attendu pendant 12 ans que cette nouvelle tombe et s'était presque convaincu que ça n'arriverait jamais. J'ai gardé une voix assurée. Je ne l'ai pas haussée. Je n'en avais pas besoin. Je suis descendu chercher de l'eau et je me suis arrêté dans le couloir devant la cuisine parce que j'ai entendu mon nom. Papa était assis à table avec oncle Michel et il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, nous misons tout sur Maxime. Baptiste ne vaut tout simplement pas l'investissement. Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. La main de ma mère a couvert sa bouche. Maxime s'est redressé sur sa chaise pour la première fois de la soirée. Le visage de mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il est passé par environ 5 expressions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance, déni, panique, puis quelque chose qui ressemblait à un homme essayant de trouver le moyen le plus rapide de réécrire l'histoire juste là, à table. Baptiste, a-t-il commencé. Ce n'est pas ce que je. C'est ce que tu as dit, papa. J'avais 14 ans, debout dans ce couloir pieds nus, et tu as dit à oncle Michel que je ne valais pas l'investissement. Tu as dit que Maxime avait du potentiel et que j'étais juste moyen. Tu as dit que tu devais être stratégique sur la façon dont l'argent était dépensé. Oncle Michel a protesté et tu as campé sur tes positions. Je suis resté là, j'ai écouté, puis je suis remonté, je me suis assis sur mon lit et j'ai senti quelque chose en moi se réorganiser de manière permanente. J'ai regardé oncle Michel. Tu as essayé de me défendre ce soir-là. Je veux que tu saches que je m'en suis toujours souvenu. Oncle Michel avait l'air de vouloir vomir. Il a hoché la tête à peine. Mon père s'est levé à moitié, sa serviette tombant de ses genoux. Baptiste, tu avais 14 ans. Tu ne comprenais pas le contexte. Nous avions des ressources limitées. J'ai parfaitement compris le contexte, papa. Le contexte, c'était que tu avais 2 fils et que tu en as choisi un. Tu as payé les frais de scolarité de Maxime et j'ai cumulé 2 emplois pour payer les miens. Tu lui as donné une voiture et j'ai récupéré son vieux vélo avec une chaîne cassée. Tu as construit une chambre pour son fils dans mon ancienne chambre. Et quand je rentrais en visite, tu me mettais sur le canapé. Tu as converti ma chambre en un sanctuaire pour ton investissement préféré et tu m'as dit qu'il y avait un canapé en parfait état.
Et tu n'as jamais pensé une seule fois à me demander ce que ça me faisait. Ma mère pleurait maintenant. Pas de manière bruyante. Les pleurs silencieux qui sont pires. Elle a dit, Baptiste, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Je sais que tu m'aimes, maman, mais l'amour sans équité ce n'est pas la même chose. Tu m'aimes comme tu aimes une musique d'ambiance. C'est sympa qu'elle soit là, mais personne n'écoute vraiment les paroles. Maxime a finalement pris la parole. Baptiste, mec, je ne savais rien de tout ça. Je sais que tu ne savais pas, Maxime, et ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas rien non plus. Tu as eu tous les avantages que cette famille avait à offrir, et tu n'as jamais regardé sur ta gauche une seule fois pour remarquer que je n'en recevais aucun. Je ne te reproche pas ce que papa a décidé. J'aurais juste aimé que tu te demandes, au moins une fois, pourquoi je faisais des doubles services dans un restaurant pendant que tu encaissais des chèques depuis chez toi. Maxime a baissé les yeux vers la table. Émilie a posé sa main sur son bras. Pour une fois dans sa vie, Maxime n'avait pas de réponse confortable toute prête. Je me suis retourné vers mon père. C'était la partie à laquelle je pensais depuis des semaines. La question, celle que Clara m'avait aidé à réaliser que je devais poser. Pas pour lui, pour moi. Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'en valais pas la peine? Qu'est-ce que j'ai fait à 14 ans qui t'a fait décider que je ne méritais pas qu'on investisse en moi? Étaient-ce mes notes? Ma personnalité, le fait que je ne savais pas lancer un ballon de rugby? Quel était le critère, papa? Parce que j'ai passé 12 ans à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, et j'aimerais vraiment l'entendre de ta bouche. Mon père s'est rassis. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, et il a dit, j'ai fait une erreur. J'étais sous pression financière, et les activités sportives de Maxime coûtaient cher, et j'ai pensé. Tu as pensé que je n'arriverais à rien. Tu l'as dit toi-même. Il n'y a rien. J'avais 14 ans. Il a essayé de reformuler par c'est ce que fait mon père quand il est coincé. J'essayais de donner la meilleure chance à ton frère, et j'ai pensé que tu t'en sortirais très bien tout seul. Tu as toujours été si indépendant. Je n'étais pas indépendant, papa. J'ai été abandonné. Il y a une différence. Un enfant indépendant choisit de faire les choses par lui-même. Un enfant abandonné n'a pas le choix. Et maintenant, 12 ans plus tard, tu m'as appelé et tu m'as demandé d'utiliser ma carrière, celle que j'ai construite seule, pour obtenir un emploi à Maxime. L'investissement qui était censé rapporter avait besoin du sauvetage du gamin qui ne valait pas 1 euro. Personne ne bougeait. La tarte sans gluten de tante Pascale restait intacte. La dinde refroidissait. Je m'en fichais. Pour la première fois en 12 ans, la pierre était sortie de ma poche et reposée au milieu de cette table, et chaque personne pouvait la voir. Les yeux de mon père étaient rouges. Il a dit, je ne sais pas quoi dire, Baptiste. Tu n'as rien à dire pour l'instant, papa. Je n'ai pas fait ça pour t'humilier. Je l'ai fait parce que tu m'as demandé de me lever et de parler de ce que la famille signifie, et je ne pouvais pas le faire sans être honnête. Cette famille a signifié quelque chose de très différent pour moi et pour Maxime. Ce n'est pas un toast. C'est juste la vérité. Et j'ai fini de faire semblant que ça ne l'est pas. Je me suis assis. Clara m'a pris la main sous la table. Le silence a duré environ 10 secondes, ce qui ne semble pas long jusqu'à ce que vous le viviez avec 32 personnes fixant une dinde que personne ne va manger. C'est tante Sylvie, contre toute attente, qui a brisé le silence. Elle a dit, eh bien, c'était mieux que le toast de l'année dernière. Et quelques personnes ont lâché des rires tremblants et soulagés, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elles avaient besoin d'expirer. Le reste de la soirée a été étrange. Certaines personnes sont parties tôt. Tante Pascale m'a pris dans ses bras en partant et m'a chuchoté, « Je suis fier de toi ». Oncle Michel m'a trouvé dans la cuisine plus tard et m'a dit, « J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je suis désolé. » Maxime et moi avons fini sous le porche arrière, juste nous deux, sans dire grand-chose. Finalement, il a dit, « Je suis désolé, Baptiste. J'aurais dû prêter plus d'attention. » Je lui ai dit que ça me touchait beaucoup d'entendre ça et je le pensais. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé pendant environ 6 semaines après Noël. Quand il a finalement appelé, ce n'était pas exactement pour s'excuser. C'était pour me dire qu'il avait commencé à voir un thérapeute,
ce qui pour un homme comme mon père équivalait à admettre publiquement qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Il a dit, je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. Je lui ai dit qu'essayer était un bon début, mais que je n'allais pas prétendre que tout allait bien juste pour le mettre à l'aise. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il se comporte différemment, pas seulement qu'il dise les mots justes. S'il le fera vraiment reste à voir, mais je ne l'attends pas les bras croisés. C'est la différence entre ce que je suis maintenant et ce que j'étais à 14 ans. Je ne me tiens plus dans le couloir à espérer qu'on me remarque. Ma mère appelle plus souvent maintenant. Elle me pose des questions sur mon travail. Elle me demande des nouvelles de Clara. Des petites choses, mais des petites choses que je n'ai jamais eues, alors elles ont un effet différent de ce à quoi les gens pourraient s'attendre. Quant à moi, j'ai encore été promu il y a 2 mois. Directeur principal. La jeune entreprise parle d'entrer en bourse et ma part de capital signifie que je serai dans une très bonne position quand cela se produira. J'ai acheté une bague pour Clara. Je ne lui ai pas encore fait ma demande, mais bientôt, elle le sait déjà. Elle a dit que mon air impassible était terrible, ce qui est ironique parce que j'ai gardé un secret pendant 12 ans sans scier. Parfois, je pense à cet enfant de 14 ans debout dans le couloir avec les pieds froids et la poitrine réorganisée. J'aimerais pouvoir remonter le temps et lui dire quelque chose. Pas que tout ira bien, car c'est un réconfort à bon marché. Je lui dirais, tu vas construire quelque chose que personne ne t'a donné la permission de construire, et ce sera à toi, et le moment venu, tu diras la vérité, et ça fera exactement l'effet de poser quelque chose de lourd. Mon père m'a demandé de porter un toast sur la grandeur de notre famille. J'en ai porté un. Ce n'était tout simplement pas celui auquel il s'attendait. Et pour la première fois en 12 ans, je suis rentré chez moi sans la pierre dans ma poche. Il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de marcher quand on ne porte pas quelque chose qui, de toute façon, n'a jamais été à nous de porter. Commentaire, j'ai été vraiment touché par cette histoire. Ce qui m'a marqué, c'est la force qu'il faut pour enfin poser ses limites après des années de silence. Je pense que chacun de nous mérite d'être vu et aimé de manière équitable dans sa famille. Il est important de cultiver son estime de soi, même quand les autres ne le font pas pour nous. Dire la vérité, même si elle est difficile, peut être le premier pas vers la guérison. Nous avons tous une responsabilité dans la façon dont nous traitons les personnes que nous aimons. Apprendre à choisir la paix plutôt que de porter un poids trop lourd est une belle victoire sur soi. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations et à ce que vous acceptez de tolérer depuis trop longtemps. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez vraiment. La guérison commence souvent par un acte de courage et d'honnêteté envers soi-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.